Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une nouvelle immersion dans le sud de la France, sur une opération de marchand de biens, une opération qui est une des miennes. Alors on en a vu plusieurs et dans ce secteur-là, parce que là on se trouve de nouveau sur une ville où j'ai déjà fait une opération, vous avez déjà vu la précédente vidéo, on avait fait le suivi de l'opération, on est à la Seine-sur-Mer. Donc là toujours pareil, on va se situer sur l'hypercentre, un peu plus décalé, on est proche de la place du marché, du centre ancien. Et on va être sur un immeuble de rapport également. Donc l'immeuble de rapport que vous voyez juste derrière moi ici. Donc il est composé de 7 lots. Les 7 lots sont 2 lots de garage. On a un immeuble qui est traversant sur ce côté de rue et sur la rue qui est derrière. Donc on a 2 grands garages qui sont... l'un est occupé et il est occupé par quelqu'un qui est sur le marché, qui a un stand sur le marché et qui l'occupe comme stockage avec des chambres froides, etc. Donc un loyer. On va avoir au premier étage 2 appartements. Donc un appartement qui donne sur la rue ici, un appartement qui donne sur la rue arrière. On va avoir au deuxième étage 2 appartements également. Ceux-là sont loués, les 2 au premier sont vides, les 2 au deuxième étage sont loués. Et on va avoir un dernier appartement, troisième étage, qui est vide également, mais qui a un certain cachet, parce qu'on se retrouve avec une terrasse tropézienne, assez typique du sud. Il y en a assez peu dans le centre ancien ici de la ville. Et donc c'est un véritable avantage et un véritable atout, notamment pour qu'on puisse se commercialiser par la suite. Je vous emmène en visite et puis je vais vous montrer un petit peu tout l'immeuble et à quoi il ressemble. Allez, donc on va commencer par les parties communes. Donc on a fait un débarrassage et un premier nettoyage de l'immeuble parce qu'il n'était pas du tout comme ça, il était très encombré sur la partie de l'entrée avec des boîtes aux lettres complètement explosées. On a des communs qui sont, bon, allez, on va dire d'apparence propre. En réalité, il y aurait tout à refaire. On est au niveau des peintures, au niveau des marches et des contre-marches. On avait remis des ampoules, qu'il n'y avait plus rien. On va avoir, donc du coup, sur un premier palier, on va avoir deux appartements. Donc un ici et un dans le fond là-bas. Donc c'est assez sombre. On va commencer par cet appartement. Donc on a un T3 en relativement bon état. Alors vous voyez, c'est notre camp de base. On a tout le matériel de ménage, les petites visseries, etc., les caméras de sécurité. Parce que c'est quand même un sujet de sécuriser les appartements qui sont vides le temps de leur commercialisation. Donc cet appartement-là, vous avez une grande pièce avec des fenêtres double vitrage. On a de l'autre côté l'espace cuisine avec un espace salle d'eau. Bon, vous admirerez la peinture rose magnifique. Ici, la salle d'eau, le WC avec le chauffe-eau. Bon, on a d'anciens dégâts des eaux qui ont eu lieu. On voit un petit peu les traces sur les murs et les plafonds. Et ici, on a une chambre. Donc, vous voyez, l'état global est quand même pas si mauvais que ça. Enfin, comparé à ce qu'on peut voir des fois. Donc là, on est sur de la réno plutôt légère. On est sur un rafraîchissement. On va devoir reprendre les lecs, une cuisine. On va remettre un sol complet, une salle d'eau à refaire, à reprendre. Bon, le WC, en tout cas, la disposition ne va pas beaucoup bouger. On va peut-être avoir ces petites cloisons, ces alcôves qui tombent pour gagner un peu d'espace, réaménager l'appartement. Mais c'est quelque chose qui est relativement, entre guillemets, basique et je dirais à la portée d'une majorité d'investisseurs ou d'acquéreurs, même primo-accédants, qui vont se faire aider, qui vont demander un petit coup de main et qui vont pouvoir faire des choses. Donc là, on a le Linky avec le tableau électrique, donc ça, tout à reprendre, évidemment. Mais globalement, c'est relativement sain. Il y a 42 mètres carrés de mémoire. Donc on est sur un petit T2, très sympa. Alors faire 2 chambres, compliqué par rapport au point de lumière. Donc on n'est pas sur un appartement transversant. Premier étage, une petite copropriété. Ça va se dédier à un primo-accédant. Et c'est relativement facile à vendre sur des petits prix, en sachant qu'il y a un peu de réno à faire. Ça, c'est le premier lot. Il n'est pas encore commercialisé. Enfin, il est en commercialisation, mais pas encore vendu. On a eu des visites, mais pas encore d'offres sur ce bien-là. Et je vais vous emmener voir les autres lots. Pendant qu'on va sur les autres lots, je vais vous dire un petit peu où on en est au niveau de l'acquisition. Donc, l'acquisition, elle a été faite très récemment. Là, on a la possibilité, en fait, de revendre certains lots. Donc là, on a une partie commune. Donc, vous voyez, là, on va y avoir une création de valeur sur la création de mètres carrés privatifs. Donc, tout cet espace, là, ce grand couloir ne sert à rien. C'est assez large. On doit avoir 2 mètres par 4, 3. Donc 6 mètres carrés et on va donner 5 mètres carrés à cet appartement. Donc cet appartement gagne 5 mètres carrés au prix du mètre carré. On est sur quelque chose comme 1005, 1008. On va avoir un gain de quelques milliers d'euros qui vont être intéressants. Alors, je vais commencer par la partie lumineuse parce que dans l'entrée, on ne voit pas grand-chose. On a passé un coup de propre, là, c'est pour ça. Alors c'est quelque chose que vous trouverez peut-être un détail. Mais de faire un coup de ménage, alors on ne demande pas de récurer complètement, de tout nettoyer, mais de passer un gros coup de balai, parce que là, il y a eu un débarrassage qui a été fait il y a quelques temps.
parce que l'appart était très encombré, on a tout viré. Bon, il reste que la cuisine. Bon, très mauvais état, elle sera changée, mais on l'a pas déposée. Et il y avait plein de choses par terre, etc. Donc un coup de balai, un coup de propre, c'est pas grand-chose en termes de travail ou en termes de compétences. De dire, mais ça sert à quoi? D'expérience, on a vu que c'était quand même beaucoup plus facile pour les acquéreurs de venir et d'arriver dans quelque chose de propre, qui sent relativement bon, plutôt que quelque chose de très encombré, difficile à valoriser. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Un coup de ménage, donc un coup de balai, un petit coup de serpillière pour que ça sente bon et que ça soit un peu plus propre au sol. Et ça peut faire un petit peu la différence. Donc on a un appartement, je vous le disais, par contre, pas très, entre guillemets, ergonomique, fonctionnel, tout en long, avec de la même façon qu'un seul point de lumière. On se retrouve avec donc cette grande salon séjour, cuisine. Ici, on a une pièce avec une deuxième pièce à côté. Alors bon, toutes les cloisons sont porteuses. A priori, on devrait pouvoir les tomber. Vous voyez ces grandes poutres. On est sur un bon bâti, bien solide, bien résistant, avec des bons planchers. Donc on va pouvoir descendre quelques cloisons, mais on va pas avoir beaucoup la possibilité de mettre de lumière dans ces pièces arrière. Donc toutes ces pièces qui sont à partir d'ici, vous voyez cette fausse cloison, cette demi-cloison, on va avoir du mal à mettre de la lumière dans cette partie-là. Et puis on va avoir également un peu de mal, et je m'excuse encore là, mais on voit pas trop, mais là on a une autre pièce, donc qui fait 6 mètres carrés. Et de l'autre côté, on va avoir la salle d'eau. Donc pareil, qui n'est pas allumée, on n'a pas de lumière dans la pièce. Mais donc du coup, ce sont des pièces qui vont être relativement noires, difficiles à valoriser. Et ça, c'est important de faire un travail là-dessus avec un archi, avec vos artisans, pour savoir comment on peut améliorer les choses. Bon, alors, première chose, pour donner de la luminosité dans la salle de bain, ce qui serait possible, c'est d'installer soit un vasislas haut, soit des pavés de verre sur une partie, pour amener de la lumière qui rentre dans la pièce d'eau. Sur la partie que vous voyez à côté, sur la partie de la... Allez, on va considérer la chambre. Il n'y aura pas deux chambres, il n'y aura certainement qu'une seule chambre. Et si on revient ici, hop, je vous ramène là. Ben, ce qui pourrait être envisagé, c'est de faire une chambre avec peut-être simplement des portes claustras qui ne ferment pas complètement. Ou là encore, de mettre peut-être une vitre ou une porte vitrée teintée pour éviter d'avoir complètement du noir dans la pièce. Également, on pourrait se poser la question, encore une fois, d'utiliser des pavés de verre ou d'utiliser des matériaux qui laissent passer la lumière à la place de la porte que vous avez là-bas. Donc plusieurs solutions, plusieurs idées. Je pense que peut-être même la grande baie vitrée ou la verrière qu'on installe dans ce mur-là, ça pourrait très bien faire l'affaire et donner beaucoup de lumière dans cette pièce-ci. Et puis enfin, on va avoir la pièce qui se situe juste derrière. Bah ici, on pourrait utiliser la même stratégie. Alors déjà, je ne l'ai pas précisé aussi, mais de l'éclairage LED assez nombreux, assez en quantité pour avoir un éclairage au moins non naturel, mais efficace. Et puis, bah, derrière ce mur, de pouvoir également y installer soit une paroi fixe, un imposte fixe, soit un vasislas, soit des pavés de verre. En tout cas, amener de la lumière. Donc ça va être je dirais la clé pour valoriser complètement cet appartement. Qui a une grande superficie, puisqu'on a près de 70 mètres carrés d'appartement, qu'on va avoir un T2, peut-être un T3 si on a créé 2 chambres. Une sera un petit peu borne, mais on fait le maximum, on fait du mieux possible. On ne peut pas faire beaucoup mieux dans ce type d'immeuble-là. Et l'idée, ça va être d'essayer de vendre ce type de bien-là, soit à un investisseur, soit à un accédant ou à un acheteur qui va vouloir faire les travaux, finir en ayant en tête les possibilités d'aménagement, ça c'est important. Peut-être qu'il sera nécessaire qu'on réalise nous-mêmes les travaux aussi sur cette opération-là, et sur cet appartement-là en particulier. Les autres vont peut-être se vendre beaucoup plus facilement, mais celui-là pourra avoir peut-être un peu des difficultés. Bon, je vous montre différentes typologies de biens, comme ça vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Je vous l'ai dit, au deuxième étage, on va avoir des appartements qui sont loués. Donc on va aller assez vite sur le deuxième étage, pas grand-chose, et on va surtout aller voir le dernier étage, qui est l'étage avec un appartement très sympa, et sa terrasse extérieure. Donc là, vous voyez le deuxième étage, un appartement à gauche loué, et un appartement à droite ici, loué également. Et on monte au troisième étage. Donc vous voyez, on a un escalier. Alors bon, là pour l'instant, c'est pas très sécurisé. Il y avait un placard qui avait été fait là, qui a été cassé. Mais ça va être réaménagé, resécurisé. Et quand on monte au troisième étage, on y arrive. On va être sur un appartement mansardé, mais avec beaucoup de lumière. Donc cet appartement, quand on y rentre, on a la cuisine juste ici. On va avoir une grande pièce de vie.
Voilà, pareil, très lumineuse. Alors pourquoi très lumineuse? Parce qu'on a un Velux, deux, une grande baie vitrée qui ouvre sur une terrasse. Et de l'autre côté, on va avoir, eh bien pareil, dans un espace mansardé, ce qui était une chambre, mais ce qui pourrait être deux chambres en réalité, parce qu'on aurait un point de lumière à gauche, un point de lumière à droite, et en imaginant une cloison séparative entre les deux, on pourrait obtenir deux chambres dans cet espace. Donc vous imaginez cette cloison qui est abattue, une cloison intermédiaire, deux portes, et on aurait deux chambres. Donc on pourrait potentiellement faire un T3 dans cet appartement. Alors on a de mémoire 60 mètres carrés au sol, plus on a une terrasse de 20 mètres carrés. Ici, on a l'espace de salle d'eau, pareil à reprendre, c'est mansardé, mais c'est quand même assez confortable en termes de place. Pour la salle d'eau, ils l'ont mis dans l'espace le plus haut. Le WC a été mis dans la partie la plus mansardée. Derrière ce coffret, on a le chauffe-eau, on a un coin pour la machine à laver. Et puis ici, on va avoir également le lavabo et sèche-serviette. Et je vous le disais, le clou un petit peu du spectacle, ou en tout cas l'essentiel de la qualité de ce bien et du cachet de ce bien, c'est cette terrasse. Donc c'est ce qu'on appelle les terrasses tropéziennes, c'est les terrasses dans le toit. Donc vous voyez, on a 22 mètres carrés avec cet espace qui est sous toiture également. Je vais vous amener dehors. On a eu un peu de pluie dans le sud. Donc là, vous voyez la toiture. Donc ce pan de toiture avait été refait. Vous voyez les tuiles récentes, la couverture est donc relativement récente. On n'a pas de fuite, on n'a pas de problématique particulière. Et donc ces terrasses tropéziennes sont des terrasses qui sont sorties de la toiture. Donc on a une ouverture complète, une étanchéité sous le carrelage qui a été faite, avec des points de sortie de l'eau pour évacuer l'eau qui serait ici. Et donc l'eau qui va ruisseler ou l'eau qui va être sur la terrasse va s'évacuer par cet endroit-là. Et puis donc là, on aurait la possibilité potentiellement même, vous voyez, il y a des supports pour ces grosses poutres en bois, et bien de déposer cette partie de toiture, de s'arrêter au mur ici, et de récupérer toute cette partie qui est dessous en tant que terrasse. Donc là, on aura une terrasse de 22 mètres carrés, potentiellement même d'enlever cette partie de toit qu'on voit ici, pour éviter cette poutre trop basse, ou peut-être la couper un peu ou la déplacer. Il y aura peut-être des travaux de charpente à envisager ici pour optimiser le bien, mais ça nous permettrait en fait de vraiment valoriser cette terrasse du mieux possible. Donc cet appartement, je vous disais, on a une soixantaine de mètres carrés. Avec la terrasse, on a 20 mètres carrés en plus, on a quasiment 80 mètres carrés au sol. C'est beaucoup moins en carrez, évidemment, mais on a un véritable potentiel. Donc celui-ci, l'appartement, si on imagine son futur acquéreur, à mon avis, on va plutôt être sur quelqu'un qui va avoir potentiellement un petit coup de cœur une fois rénové. Donc peut-être que ça pourrait être un marchand de biens qui va acheter, parce qu'on ne vend pas à un prix trop élevé, et qui va créer la pépite, le petit artisan qui veut... Alors je dis le petit artisan, mais c'est l'artisan au global, ou la personne qui sait faire des travaux, qui va finir cet appartement, qui va en faire un bijou, et le coup de cœur assuré pour son acquéreur, qui va être capable de payer le prix fort pour la terrasse extérieure, pour la qualité de l'immeuble, pour la qualité de la rénovation de l'appartement, peut-être l'installation d'une clim en supplément, etc. Enfin, il va y avoir pas mal de choses qui peuvent être faites pour rendre cet appartement vraiment canon, et ça pourrait être ce type d'acquéreur-là. Donc nous, on ne vise pas forcément de faire des travaux dans cet appartement, mais plutôt de le vendre en l'état, et potentiellement pour un artisan, ou pour un investisseur qui voudrait faire peut-être aussi un Airbnb, ou qui voudrait en faire une place qui peut louer relativement de façon chère, étant donné qu'on a cette terrasse extérieure. Et ça, c'est vraiment le point qu'il faut garder en tête. Quand vous avez un extérieur dans un centre-ville où il n'y en a pas, ça peut faire vraiment la différence. Donc voilà pour cet appartement, on en a vu 3. Et je vous ai dit, on avait 7 lots. Donc on a les 2 lots en dessous qui sont loués. Donc loué un à une dame qui est sous le couvert de l'ANA. C'est un appartement qui a été conventionné par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitation et du logement, et qui a bénéficié de subventions pour sa rénovation. Donc on a un appartement en dessous qui est loué avec un loyer qui est plafonné. Mais regardez les plafonds parce qu'on est sur des locs avantages. Si vous connaissez pas un peu, je vous invite à vous renseigner là-dessus. C'est pas si mal que ça en termes de prix de location. Ça pourrait être loué bien plus puisque l'appartement a été rénové. Et l'ancien propriétaire a bénéficié de cette convention et a bénéficié du coup de subventions pour rénover cet appartement. Donc nous, on se retrouve quand on est acquéreur à acheter avec cet engagement de location et cet engagement à la convention à l'ANA qui se poursuit. Donc il nous restera de mémoire, en achetant en septembre, il nous restera 2 ans, 5, 6, 2 ans et demi de convention. Au bout des 2 ans et demi, cette convention s'arrête et on pourra choisir de faire un bail libre, un bail sans avoir d'imposition en termes de montant de location, montant de loyer.
Donc ça, on l'a conservé. Et on a un deuxième locataire qui est un monsieur qui est là depuis un petit moment, qui a un appartement qui est dans son jus, classiquement, pas en top état, mais pas en mauvais état non plus, sur lequel on va peut-être l'aider à faire 2-3 modifications au niveau énergétique, notamment sur des changements de double fenêtre, etc., pour pouvoir lui donner un peu plus de confort, mais qui va rester là, paye son loyer, nickel, toujours disponible et fiable. Donc c'est top comme locataire dans cet immeuble. Je vous ai dit ensuite, on a un garage qui est occupé et un garage qui est libre. Alors, quand je dis garage, vous imaginez peut-être le petit stationnement pour la voiture. En réalité, on a près de 70 mètres carrés de garage pour chacun, des hauteurs sous plafond de plus de 3,50 m. Donc on a vraiment des espaces qui sont plutôt des espaces de stockage ou des espaces de garage pour plusieurs véhicules. Et dans un hypercentre comme celui-ci, là aussi, c'est quelque chose qui est très prisé. Et donc, quand vous regardez sur cet immeuble au global, qu'est-ce qui fait qu'on puisse positionner sur un immeuble comme celui-ci? Eh bien, ça va être la première chose, les garages, qui ont une valeur importante, qui n'ont pas la valeur de garage classique. Le garage classique va peut-être se vendre à les 15-20 000 euros. Alors, quand je dis le garage, c'est vraiment le box complet pour stationner une voiture, 15-20 000 euros. Mais là, on est plutôt sur des grands espaces de stockage ou des multi-garages. Et donc, si vous pouvez garer 2 ou 3 voitures, le prix forcément n'est pas le même qu'un garage classique. Si vous êtes investisseur et que vous pouvez louer à 3 personnes pour garer différentes choses ou pour stocker beaucoup plus, vous allez pouvoir louer bien plus cher et donc du coup avoir un prix sur la vente qui est beaucoup plus élevé également. Donc numéro 1, ces garages qui étaient valorisés comme des garages ou des box classiques et qui sont en fait des grands espaces de stockage avec une belle qualité. Numéro 2, la diversité des appartements. On a un appartement avec terrasse qui est plutôt un T3. On a un appartement au premier étage qui va être un T2. On va avoir un appartement qui sera peut-être un T2 ou un T3, mais grande surface, sur le premier étage également. Et le deuxième étage, je vous en ai parlé, mais c'est un T3 et un T2. Donc on a une diversité au niveau des logements et donc une diversité d'acquéreurs. On ne va pas se griller à avoir que les mêmes logements, que les mêmes typologies, qui peuvent être bonnes. Je ne vais pas faire la fine bouche. Si on avait que des petites surfaces avec plus de lots, ça serait aussi bien, parce que c'est encore plus liquide, des petits prix, mais là, ça permet d'avoir une diversité sur nos acquéreurs également. Le troisième point qui nous a fait nous positionner sur cette opération, ça va être le taux d'occupation ou le niveau d'occupation. Donc quand on a visité, le premier étage en face était occupé, mais on savait qu'il allait être libre, parce que le locataire comptait partir, idem pour le garage. Donc finalement, on achète un immeuble de 7 lots, où on a un garage et 3 appartements de libre. Donc un garage et 3 appartements de libre, ça fait 4 lots sur 7, on a plus de la moitié des lots. Ça c'est vraiment quelque chose qui est important, d'avoir quand même une majorité de lots qui sont peut-être libres, parce que quand vous achetez des appartements ou des immeubles, vous auriez 7 lots, 7 locataires, sauf sur une très belle rentabilité, ça va être compliqué de correctement valoriser l'immeuble. Donc là encore, on avait une majorité de lots qui étaient vides, donc ça c'est un élément supplémentaire. Ensuite, on n'a pas d'autorisation d'urbanisme à demander quelconque, parce qu'on a déjà des lots existants, on a des appartements existants, on a les compteurs qui vont bien, ELEC et eau, donc ça va être une division, mise en copropriété, plus ou moins rénovation pour ce bien-là, cette opération. Le dernier point qui fait que cet immeuble a vraiment pour nous une certaine valeur, c'est son emplacement. Emplacement stratégique parce qu'on est vraiment dans le centre-ville. Donc pareil, les appartements, même les rénovations sur les appartements, en plus des façades, des communs, peuvent bénéficier de subventions et d'aides. Donc ça, c'est une possibilité. Et celui-ci a une terrasse qui a une valeur, à mon avis, importante. Vous savez, sur les terrasses, on va généralement peut-être les valoriser à 30% de la surface au sol, 20%, des fois 50%. Là, je pense qu'on va pouvoir monter un petit peu le curseur. Et je vous l'ai dit, si on récupère cette partie de terrasse-là, on gagne encore plus. Donc, on a vraiment une création de valeur sur plusieurs petits points qui font que, on va pouvoir faire une opération avec une marge relativement intéressante. Donc, pour vous dire sur cette opération-là, je vous l'ai dit, acquisition récente. On a un financement bancaire qui nous accompagne. Donc, globalement, on est sur vraiment du 80-20. Donc, avec 20% d'apport, 80% amené par le financeur. Donc, c'est des lignes de crédit, comme vous les connaissez, sur des durées de 24 mois maximum pour lesquelles on doit rembourser. Et à l'heure actuelle, on a certains lots qui sont précommercialisés. Mais je vous inviterai à revenir voir dans une prochaine vidéo. On vous fera une vidéo de débrief face à l'ordinateur avec tous les chiffres et le bilan financier de cette opération, une fois qu'elle sera complètement débouclée, pour vous permettre de comprendre au mieux cette opération, la marge qui en résulte, etc., etc. Si je vous parle des difficultés ou des complications qu'il y a eu déjà dans cet immeuble, encore une fois, il y en a et il y en a toujours des problématiques qu'il faut régler. On est là pour régler des problèmes. Alors sur cet immeuble, il faut savoir que celui-ci devait être acheté en même temps qu'un autre immeuble dans une autre commune, même vendeur qui vendait, sauf qu'on s'est rendu compte au moment où on a fait les relevés des métrés, en tout cas les relevés des superficies des appartements, qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas par rapport à ce qui nous était annoncé.
On avait un autre immeuble, donc je vous disais, pas sur celui-ci, sur un autre immeuble, où quand j'ai fait les relevés des métrés, on a fait un Matterport, on a pris les métrés pour faire des plans, avant les plans de géomètre, et il nous avait été vendu un immeuble de 120 mètres carrés. Sauf qu'en réalité, quand je faisais les mesures par niveau, j'avais entre 32 et 35 mètres carrés au maximum sur 3 niveaux. Et du coup, ça collait pas. Il manquait quelques mètres carrés par niveau pour arriver aux 120 mètres carrés. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il manquait quasiment 30 mètres carrés sur l'ensemble et qu'on n'avait pas 120 mètres carrés, mais qu'on n'avait que 90 mètres carrés, 91 pour être exact. Forcément, ça collait plus. Donc nous, on a dit, écoutez, c'est intéressant à 120 mètres carrés, ça allait beaucoup moins avec 90 mètres carrés, on va pas pouvoir valoriser et revendre au même prix. Donc on va se contenter de prendre celui-ci d'immeuble. Et ça a été OK pour les vendeurs. On était allé se positionner sur cet immeuble-là quasiment au prix, avec des garanties de financement, un dossier solide, et donc ça a été accepté. Donc on a pris qu'un seul des deux immeubles, alors qu'on devait faire 2 immeubles potentiellement et prendre en gros. Donc ça a pris du temps pour cette négociation, donc il faut vous dire encore une fois qu'il y a des délais, et des fois sur les opérations, ça prend beaucoup plus de temps, même dans la négo, avant d'aller chez le notaire, etc., pour valider. Deuxième difficulté, et celle-là je l'avais jamais encore eue, je vous ai parlé de l'ANA, convention ANA pour un appartement. Les notaires, en fouillant un petit peu et en regardant un petit peu les subventions qu'avait touché le propriétaire, ils se sont rendus compte que ce n'était pas un appartement conventionné, mais 2 appartements conventionnés qu'il y avait. Qui dit convention ANA dit prorogation de l'engagement de la convention, loyer modéré, etc. Et il se trouve que c'était sur cet appartement-là où je suis avec la terrasse, avec un loyer modéré. C'est une convention qui devait prendre fin dans un peu moins de temps que la précédente, ce qui restait un peu moins d'années. J'ai plus le nombre d'années en tête là quand je tourne cette vidéo. Et donc du coup, le notaire, merci au notaire. Donc je vous dis toujours d'être bien accompagné, mais c'est pas pour rien. Quand vous êtes bien accompagné, vous êtes bien supporté et on vous met en évidence des points qui auraient pu être problématiques pour nous et notre vente. Et quand on a vu ça, on allait renégocier avec les vendeurs. On lui a dit, écoutez, vous nous avez entre guillemets trompé sur le nombre de mètres carrés de l'autre immeuble. Sur celui-là, vous ne nous avez pas annoncé qu'il y avait une convention ANA. L'intermédiaire qui était là au milieu n'était pas au courant non plus, savait pas ce qu'il y avait. Et le propriétaire, honnêtement, je pense que c'était pas forcément volontaire qu'il avait fait ça, mais il avait complètement zappé de nous le dire et de nous en parler. Donc on prit de rendez-vous avec l'ANA, discussion avec l'ANA, et on s'est rendu compte qu'il était possible de résilier la convention par un bailleur qui vend dans le cadre d'une vente, dans la mesure où on remboursait au prorata des années le montant des travaux. Donc globalement, sous cette opération-là, je pense qu'il avait touché environ 21 000 € de subvention, je devais la faire simple, et il devait rembourser un tiers. Donc il lui restait 3 ans sur les 9, donc il rembourse un tiers de cette subvention touchée, donc un tiers des 21 000, c'est les 7 000 €. Donc ça, c'est lui qui va s'en occuper. Il résilie la convention à l'ANA. Nous, on ne récupère pas cet engagement de location avec un tarif modéré et on va pouvoir bénéficier d'un appartement, entre guillemets, libre de toute servitude d'ANA ou de tout conventionnement, en tout cas. Pas vraiment une servitude, mais pour vous expliquer qu'il y avait quand même en fait quelque chose qui dépréciait cet actif. Donc on a réussi à faire cela, mais pareil, ça a pris plus d'1 mois. Donc entre ce problème d'ANA, ce problème d'immeuble sur lequel on n'avait pas le bon nombre de mètres carrés, on allait 3 fois chez le notaire pour signer finalement une promesse pour ce bien, puis on a pu réitérer quelques mois plus tard, sachant que la visite du bien et la première visite s'est faite globalement, je pense, en janvier-février, et qu'on a pu réitérer qu'en septembre. Donc voilà, ça prend du temps, ça prend des délais, et ça se passe pas toujours aussi bien que prévu. Le dernier point, c'est que normalement, au moment de la promesse, on aurait dû bénéficier et d'un appartement au premier étage, comme vous l'avez vu, libre, et du garage complètement libre. Donc l'appartement, il a été laissé entre guillemets libre, mais avec pas mal d'encombrements. Donc nous, on a fait débarrasser l'intégralité de cet appartement. Ça, c'était OK, on l'a pris en charge. Par contre, le garage était complètement encombré encore. C'est pour ça que je ne peux pas vous le faire visiter à l'heure actuelle, parce que, il y a encore une caravane dedans, il y a encore différents éléments qu'on n'a pas encore fait débarrasser, c'est le propriétaire qui doit le faire. Donc là, on est en train de lui mettre le forcing et de faire le forcing, c'est un engagement de sa part, pour qu'il le fasse et pour qu'on récupère un bien libre de toute occupation, parce qu'en fait, on a beaucoup d'intérêt pour ces garages et ces stockages. Sinon, la solution, ça va être de le faire nous-mêmes, de prendre en charge ces frais-là et potentiellement de lui refacturer ou de lui imputer derrière ou de lui envoyer la facture pour qu'il les règle, parce que c'est son engagement, il était OK pour ça. Donc voilà, encore des difficultés, encore des problèmes qu'on résout. Des immeubles pas toujours simples, pas toujours très bien entretenus, sur lesquels on crée de la valeur par la revente à la découpe, par le fait d'assainir l'immeuble, de le rendre en meilleur état, de gérer des problématiques des fois très basiques, comme des problématiques d'encombrement, de logement, de parties communes, un coût de rénovation dans les parties communes. Peut-être qu'on aura ça à faire, en tout cas c'est pas prévu pour le moment. On a déjà des acquéreurs qui veulent le prendre en l'état. On va avoir également
un travail à faire sur la projection des futurs appartements, je vous en ai parlé, comment on crée de la lumière, comment on aménage un petit peu mieux, comment on transforme en T2 en T3. Tout ça, ce sont des stratégies qui nous permettent de créer de la valeur sur un immeuble de rapport. Donc voilà pour cet immeuble, 7 lots. Alors pour le moment, on n'en a pas encore vendu, mais je peux vous garantir que ça va pas tarder. Et comme je vous l'ai dit, on vous fera un débrief complet sur cet immeuble à la fin de l'opération, lorsqu'on aura pu encaisser notre marge, récupérer nos apports, rembourser la banque ou des investisseurs. Et puis, que vous puissiez avoir tous les chiffres bien détaillés. On fera ça face caméra avec l'ordi à côté pour vous détailler notre opération et les chiffres. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a parlé de pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on a pu oublier? Eh bien oui, les travaux qu'on va réaliser pour l'instant, je vous l'ai dit, on n'en fait pas. C'est pas le but. On a fait juste du débarrassage et du nettoyage. Sur les intervenants qui sont passés sur cet immeuble, il y a eu des diagnostiqueurs, parce que nous, on a refait faire les diagnostics, notamment des diagnostics projetés avec des travaux sur l'immeuble. On n'avait pas des mauvais DPE, mais on a voulu le faire pour garantir les DPE après travaux, selon des petits travaux, notamment par exemple changer le chauffe-eau, mais c'est par des cumulus thermodynamiques ou les chauffe-eau plats, changer le type de baie parce qu'on a des fenêtres qui sont des fois un peu anciennes, etc., etc. Donc ça, on a fait passer le diagnostiqueur qui a travaillé là-dessus. Évidemment, on a fait passer notre géomètre préféré qui est venu faire les relevés de chaque appartement et des appartements occupés également et qui nous prépare un EDV. Le notaire qui bosse pour notre acquisition, pour le règlement de copro et pour les reventes. Et on est en phase de commercialisation avec 3 agences. Vous voyez, j'ai monté bien 3 et je réfléchissais, mais 3 agences qui commercialisent ces produits-là de façon à les commercialiser le plus efficacement et le plus rapidement possible. Voilà un peu le détail de cette opération. Opération dans le sud de la France, à la Seine. Comme vous le voyez, c'est des opérations concrètes. Encore une fois, ce qu'on dit, on le fait, et ce qu'on fait, on le dit. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube du Cercle, et à très bientôt les amis. Bye bye pour de nouvelles opérations. Ciao.